Chers amis, ne ressentez-vous pas un air d'allégresse ce soir? Oui, depuis longtemps et depuis de si nombreux mois, voire années, nous devions nous revoir et précisément aujourd'hui sur le thème inattendu d'Émilie Pellaprat. Et nous voici tous réunis, que d'élégance et que de belles histoires familiales. Chacun sait que les recherches généalogiques apportent d'innombrables découvertes et trésors exhumés. Elles m'amenèrent à m'intéresser à un beau-frère de l'époque, Jean Chrysostome de Brigode, d'une famille de négociants et de bourgeois de Lille. Son frère était conseiller secrétaire du roi en la chancellerie du Parlement de Flandre en 1780, échevin de Lille, et il fit construire le château de Brigode, aujourd'hui célèbre par son golfe, et il eut deux fils, l'un Romain, qui épousa une Latour-Maubourg, petite fille de Lafayette, et l'autre Louis, premier comte de Brigode et de l'Empire, conseiller général du Nord, maire de Lille en 1802, chambellan de l'empereur, père de France, chevalier d'Empire. En 1804, il est chargé d'aller chercher le pape de Rome à Paris pour le sacre de l'empereur, puis de le raccompagner. En 1815, il accueille en son hôtel d'Avelin Louis XVIII qui fuit l'empereur pendant les 100 fameux jours à Gand. Veuf, il épousa Émilie Pellaprat, fille d'Henri Pellaprat, riche financier devenu sous l'Empire receveur des finances. Certaines rumeurs disaient qu'Émilie était la fille naturelle de Napoléon Ier, qui aurait eu une aventure avec la mère d'Émilie lors d'une étape à Lyon. Fille naturelle, je vous annonce que la discussion ne sera certainement pas close ce soir. Henri Pellaprat achètera pour sa fille l'hôtel de la Pagerie, 17 quai Malaquais à Paris, les Beaux-Arts actuels, qui s'appellera plus tard Hôtel de Chimay. Louis de Brigode et Émilie achèteront le château de Ménard. Émilie, devenue veuve de Louis Brigode, fit un deuxième mariage d'amour. On voit que c'était deux mariages d'amour en 1830 avec Joseph de Riquet de Caraman-Chimay, 10e prince de Chimay, 1808-1886, fils aîné de François-Joseph et de Teresa Cabarrus, la fameuse Madame Tallien. Diplomate, il fut à l'origine du traité d'amitié entre les Pays-Bas et la Belgique et les bonnes relations entre le jeune royaume de Belgique et les cours de Toscane et de Naples, les États pontificaux et la Confédération germanique. La vie européenne d'Émilie et de Joseph alla d'ambassade en ambassade et fut très brillante, depuis notamment les châteaux de Fontainebleau et de Windsor. L'étude de la descendance d'Émilie Pellaprat laissait chanter de si beaux noms de France et d'Europe que j'en vins soudain à réaliser qu'ils se trouvaient tous dans l'œuvre romanesque de Marcel Proust. Mais oui, le Gotha proustien correspond tout simplement à la descendance d'Émilie Pellaprat. Émilie est donc bien la grand-mère du Gotha proustien. 3 points d'exclamation. Son fils, Joseph de Riquet de Caraman-Chimay, époux de Marie de Montesquiou, Fézenzac, cousine germaine de Robert de Montesquiou, sa fille Valentine de Caraman-Chimay, devenue princesse Bibesco, propre tante d'Emmanuel et Antoine Bibesco qu'on voit partout dans l'œuvre de Proust, la petite fille, la merveilleuse comtesse Greffule, née Élisabeth de Riquet de Caraman-Chimay, épouse d'Henri comte Greffule, lui-même cousin issu de Germain du père de Bonny de Castelane, frère de Jean de Castelane, époux de Dorothée de Talleyrand-Périgord. Son petit-fils Alexandre de Caraman épouse Hélène, princesse de Brancovan, sœur d'Anna de Noailles, née Brancovan. Vous voyez qu'on ne quitte pas la sphère proustienne. Et l'arrière-petite-fille d'Émilie Pellaprat, Hélène Greffule, épouse d'Armand, 12e duc de Gramont, frère de Corisande de Gramont, duchesse de Clermont-Tonnerre. Hélène
de Gramont et la propre grand-mère d'Armand Guillain de Maigret, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Et j'en passe, Claude de Gramont, qui épouse Léon Radziwiłł, Boson de Talleyrand-Périgord, qui est cousin germain du comte Greffulhe, etc., etc., etc. Mais pourquoi cette étude et pourquoi cet intérêt ? Ma chère famille maternelle, les Virnottes, appartient au patriciat de Lille. Venue du Val d'Aoste dans les dernières années du XVIe siècle, elle a eu 150 ans les principales charges et fonctions de Lille, conseiller du roi, etc., etc., avant que ne survienne la brillante et turbulente deuxième partie du XVIIIe siècle. À cette époque, la famille était composée de 2 frères très fortunés et influents à Lille, incarnant chacun les 2 voies possibles que les élites pouvaient prendre lors de la Grande Révolution. D'un côté, la transcendance et la tradition monarchiste en la personne de Charles-Louis Virnotte de Lamissard, bourgeois de Lille, avocat au Parlement de Flandre, procureur du roi aux eaux et forêts, conseiller municipal, anobli par charge de trésorier de la ville de Lille. On dit d'ailleurs qu'il sauva les archives de Lille de la destruction. Je n'ai pas encore trouvé vraiment de documents, mais si je le dis, c'est que ça peut être dit. Et dont la descendance appartient encore aujourd'hui par les femmes à l'ancienne, puisque non renouvelée, noblesse. Et de l'autre côté, le pragmatisme plus commode du XIXe siècle, qui s'ouvrait en boulevard en la personne d'Urbain-Dominique Virnotte, portraituré par le portraitiste des filles de Louis XV, Incius, et son épouse Catherine-Charlotte Langlard. Il était consul et négociant changeur de Lille, banquier, et décéda otage des Autrichiens comme bonne prise, n'est-ce pas ? Leur descendance masculine perdure. Les Brigodes, eux, étaient une famille de négociants et de bourgeois de Lille, comme les Virnottes, et ils surent, dans leur ascension, maintenir la logique et les impératifs réclamés par le second ordre, l'ordre de la noblesse, tout en sachant s'adapter aux régimes successifs, Ancien Régime, Empire, Restauration, Second Empire, etc. D'où cette efflorescence d'alliances et de figures remarquables qui nous vaut cette magnifique assemblée de ce soir. Ce sont ces 2 équations, Charles-Louis et Urbain-Dominique, que j'ai étudiées, je peux dire toute ma vie, en vue de les harmoniser et en déduire des règles pour reconstituer de vraies élites au service du bien commun. Et voilà quelques obligations qui créeraient un vrai miracle sociétal, civilisationnel, un vrai support aux belles noblesses et aux plus harmonieux mélanges, de vraies élites pérennes, nombreuses, généreuses, identitaires, valables pour tous les milieux sociaux en nos époques de république, en attendant le retour d'une royauté catholique. Je ne cacherai pas mes convictions. Chaque cellule familiale doit reprendre ou doter sa lignée agnatique d'un blason, selon les règles héraldiques traditionnelles, même si on est soi-même, entre guillemets, fondateur de lignée. Il sera le miroir, ce blason, de tout l'apport au bien commun, et donc un principe lumineux de rayonnement et de référence. Ce blason n'est aucunement mythomanie ou démarche d'anoblissement, mais une création visuelle codée, datée, incluant cette volonté d'ordre, un besoin de voir valider les actes moralement nobles au sein d'une lignée. Il a une valeur patrimoniale essentielle, et je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui me conteste cette valeur patrimoniale essentielle. Le rajout d'une devise est une jolie tradition, bien sûr, dans l'histoire. Les signes distinctifs d'un nom comme la fameuse particule, n'étant pas à l'ordre du jour, on pourra couramment, si le nom est très répandu, je pense à Dupont, Bernard, Durand, et sans que ce soit encore fixé par l'état civil, adjoindre à son nom celui de l'épouse à l'origine de sa lignée.
les deux séparés par un trait d'union, même si cela est à notre propre génération. On pense au marchand de tableaux Durand-Ruel. Durand-Ruel, on sait tout de suite qui il est. S'il s'était appelé Durand, on n'aurait pas su. Ce pourrait être, après le trait d'union, un deuxième nom d'usage. Le processus est unique puisqu'il accompagne la distinction d'une lignée pour les siècles. Souvent, le nom est suffisamment rare pour s'imposer de lui-même. On créera ensuite ou on complétera un thésaurus écrit agnatique généalogique qui rassemble en un seul document, site ou livre, très souvent réactualisé et réédité, la liste de tous les personnages de la famille portant le nom et qui ont servi le bien commun. Il constituera les preuves de l'appartenance aux vraies élites. On pourra créer un autre thésaurus visuel, agnatique et cognatique, sous la forme d'un collage, vous savez que c'est un mot que je connais, réunion des figures ayant illustré les deux familles paternelles et maternelles, un petit peu comme vous voyez sur le panneau sur la table là-bas. Ces deux thésaurus équivaudront, le thésaurus agnatique et le thésaurus visuel, aux lettres de noblesse qui guident chaque choix de vie, notamment matrimonial. On tiendra à jour un bottin des familles et de ceux qui suivent le même idéal. Chaque famille y sera précédée par son blason et par l'énumération des membres ayant servi le bien commun avec leurs principales œuvres. Donc ce n'est pas la peine d'en mettre 50 pages. On maintiendra l'association des lignages de France, sœur bien-aimée de la non moins aimée association de la noblesse française. Ce soutien mutuel désintégrera la névrose nobiliaire parasitant les élites traditionnelles, observation de généalogistes. On donnera le même prénom du père au fils aîné pour constituer des dynasties et différencier les branches. On aura attentivement étudié et compris le combat de Monseigneur Marcel Lefebvre. La religion d'État serait, en cas de retour de la royauté, le catholicisme en sa pleine tradition. L'éducation des enfants étant fondamentale, on cherchera, ou mieux, on créera ou soutiendra les meilleures institutions, la meilleure formation, la maîtrise de soi, l'obéissance associée en harmonie au meilleur esprit critique. L'entrée dans la vie religieuse traditionnelle sera un insigne honneur pour les familles. Réaliser de temps en temps de grandes photos de famille, n'est-ce pas, avec la tenue et l'habillement dignes de la lignée et du message transmis. Mission atteinte ce soir. Réaliser de beaux portraits mémoriels de chaque membre de la lignée, entre parenthèses, toute médiocrité étant formellement interdite. L'art du portrait peint, dessiné ou sculpté, devant refleurir, même si la photo produit aussi des chefs-d'œuvre, bien sûr. On s'efforcera de trouver une demeure qui soit le repère de la famille, le lieu des souvenirs familiaux, et on s'attachera à une province en y apportant un certain rayonnement de la famille. Les titres n'étant pas d'actualité, on visera à mener une vie qui nous fasse mériter l'adjectif depuis toujours employé et si poétique de noble, par exemple noble Pierre X, déconnecté de référence à l'ordre de la noblesse. L'application de ces règles peut réellement définir et suppléer au quartier tel que défini autrefois et maintenant, et harmoniser ainsi les alliances dans leurs échanges de patrimoine symbolique. Enfin, on rétablira les règles de la dérogeance. Nous avons la joie et l'honneur de recevoir 2 descendants d'Émilie Pellaprat et un inconditionnel de Marcel Proust. La princesse Gilonne de Caramanchimay, ici présente, nous vous remercions énormément,
grande connaisseuse de son illustre famille, elle en classifia les archives avec sa mère, la princesse douairière de Chimay, a participé au développement de la vie sociale du festival musical du château de Chimay et animé les visites historiques. Elle a eu de nombreuses activités à la Croix-Rouge belge comme ambulancière et secouriste et appartient à de nombreuses confréries de la région. Le comte Armand Guillain de Maigret, ici présent, nous vous remercions vraiment, ENA, au prestigieux parcours, notamment à l'Éducation nationale, auditeur au Conseil d'État, conseiller au Centre des hautes études de l'armement, secrétaire général de la Société d'optique Sopelem, fondée par son propre grand-père Armand de Gramont, époux d'Hélène Grefful, administrateur du Champagne, Moët et Chandon, conseiller municipal de Nangis, président des forestiers privés d'Île-de-France, commandeur des palmes académiques. Si vous voulez voir la suite, il faut consulter d'autres registres beaucoup plus éloquents que moi. Gaël Philippe Church de Thann, chevalier capitulaire de l'ancien ordre royal et souverain de l'Étoile et de Notre-Dame du Mont-Carmel, chevalier de l'ordre militaire et hospitalier de Saint-Lazare de Jérusalem, et passionné par l'univers et l'œuvre de Proust, qu'il a lu plusieurs fois, il va nous évoquer quelques observations et quelques attaches savoureuses sur Proust face à la descendance d'Émilie Pellaprat. Nous remercions aussi, cher Paul-Henri Guermont-Prez, toi qui nous offres ces paquets de gaufres de chez Mère, qui sont les petites madeleines septentrionales, et non pas de Proust. Ces gaufres de chez Mère. Mère fut fondée il y a peu de temps, il y a 400 ans, et c'est une véritable institution, et c'est un lieu où se sont passées des rencontres extraordinaires, un lieu culturel, historique, que Paul-Henri va nous évoquer quelques minutes enfin. Voilà. Donc Paul-Henri génère une quantité et une qualité extraordinaires de réalisations culturelles. Merci vivement à toi et pour ton très généreux cadeau, puisque nous allons partir avec 97 paquets, ce qui ne se fait pas comme ça. Hein. Voilà. Si je peux appeler Armand Guillain. Voilà. Je vous laisse là. Oh. Hein, ça va aller. Bon, c'est bien volontiers, mais sur un plan proprement historique, Gillonne devrait parler en premier. Je ne parle même pas du protocole, mais parce que je pense qu'elle va parler des Chimay, et moi je vais plutôt parler des Grefful, donc de la génération suivante. Pour clarifier, de deux générations suivantes. Pour clarifier mon propos, je vous ai fait faire un tableau généalogique simplifié, heureusement, dans lequel d'ailleurs je n'ai pas fait apparaître les titres de noblesse simplement pour gagner un peu de place, et je l'ai fait dans une perspective proustienne, donc en mettant en dessous de certains personnages celui qu'ils auraient éventuellement partiellement inspiré à Proust. Cela dit, je commence tout de même par vous citer le début du chapitre consacré à Proust dans les mémoires inédits de mon grand-père, Armand de Gramont, qui en a été effectivement un ami proche, j'y reviendrai. Mais je crois que ça vaut la peine de lire ce paragraphe pour resituer les choses dans leur contexte. L'œuvre de Marcel Proust a motivé depuis son décès un ensemble de publications considérables. Des écrivains, et parmi les meilleurs, on le voit aujourd'hui, se sont penchés sur son œuvre. Je ne crois pas que l'on puisse parler, sauf dans quelques cas définis,
des clés de Marcel Proust. Il observait avec le regard pénétrant et une mémoire prodigieuse tout ce qui se passait autour de lui à une réception, pendant un dîner ou même dans une simple conversation. Mais il ne constituait pas ainsi des dossiers individuels. Il amassait simplement des matériaux qui allaient lui servir à construire ses romans, de même que l'on prend de la pierre ou du marbre pour parfaire un édifice. Donc je crois qu'il faut relativiser la notion de modèle des personnages de Proust. Cela dit, je vais tout de même me plier donc à cette habitude en vous parlant d'abord de la petite fille d'Émilie de Chimay, d'Émilie Pellaprat, princesse de Chimay, c'est-à-dire Élisabeth comtesse Greffule, qui est au centre, disons, du dispositif proustien. Même si en fait, elle ne l'a pas beaucoup connu. C'était un ami de son gendre et aussi de son cousin Robert de Montesquieu. Mais elle dira même à la fin de sa vie, dans une interview, qu'elle ne l'a presque pas connu. C'est pas tout à fait exact. En fait, il est venu au moins une fois à Bois-Boudran, dans la propriété donc des Greffules, pour assister à une expérience de branly que la comtesse Greffule a beaucoup aidé par tous les moyens. Je pense que Proust était invité plutôt en tant que journaliste qu'en tant qu'ami pour rendre compte, ce qu'il a effectivement fait, de cette expérience. À Paris, l'hôtel Greffule, rue d'Astor, on disait toujours qu'il est, enfin c'est ce que j'ai toujours entendu dire, il était dans les portes, il restait dans les portes. Mais il a parlé avec la comtesse après le mariage de sa fille, ça s'est établi, même s'il n'est pas, contrairement à ce qui a été soutenu, sur le film qui a été pris à cette occasion. Il y a un petit jeune homme moustachu qui passe au fond, en melon, qui passe au fond de la scène. Mon ami Jean-Christophe Antoine, dont je reparlerai, a établi que ça ne pouvait pas être Proust, qui à ce moment-là n'était plus un petit jeune homme, ne ressemblait déjà plus à un petit jeune homme. Et par ailleurs, j'ajoute qu'il ne serait pas venu au mariage d'un de ses meilleurs amis en melon et en veston. À l'époque, les hommes étaient en habit ou en jaquette. Enfin, il y a eu une correspondance dont on a trace entre comtesse Greffule et Proust. Elle lui a offert un pied de vigne. Alors il se demande dans une lettre à un de ses amis pourquoi. Nous nous posons la même question dont nous n'aurons vraisemblablement jamais la réponse. Alors, cela dit, donc, poussé par Robert de Montesquieu d'une part et par Armand de Gramont d'autre part, il nie vigoureusement que la comtesse ait pu être un modèle d'un de ses personnages, mais il reconnaît tout de même, entre guillemets, un éclat de toilette et de beauté qui est bien de Madame Greffule un peu. En réalité, on a les Proustiens, mais là je parle sous leur contrôle, admettent classiquement qu'elle est l'un des trois modèles principaux de la duchesse de Guermantes, avec Mesdames de Chevigné, née Sade, et Strauss, née à Lévis. Mais elle s'en différencie parce qu'elle ne faisait pas de mots d'esprit. Les fameux mots d'Oriane, ça n'est pas elle. C'est Madame Strauss et Madame de Chevigné. En revanche, elle a fait des choses qu'Oriane de Guermantes ne fait pas vraiment dans le roman, en particulier en découvrant et en aidant de nombreux talents, mais ça a déjà été dit, dans le domaine musical, mais aussi dans le domaine scientifique. Il est amusant de noter que Marie Curie, dans sa seule candidature à l'Académie des sciences, a été battue par Branly, ce qui n'était pas tout de même en soi absurde.
L'un et l'autre avaient été aidés financièrement et sur le plan relationnel par la comtesse Greffule. Je ne sais pas pour qui elle aurait voté si elle avait été membre de l'Académie, mais elle ne l'était pas. Ensuite vient son mari, Henri Greffule, mari d'Élisabeth, donc modèle, troisième et dernier comte Greffule, modèle du duc de Guermantes, selon Montesquieu, qui écrit à Proust, est-ce que les deux principaux personnages, Bazin et la duchesse, sont ceux auxquels tout le monde pense? Alors Proust répond que non, bien entendu. En fait, il y a beaucoup du comte Greffule, sans doute dans le duc de Guermantes. C'est un personnage qu'on a un petit peu tendance à caricaturer, en particulier les deux auteurs, les deux biographes de la comtesse, son arrière-petite-fille, ma nièce Anne de Cossé-Brissac, et Laure Hillerin, dont vous avez certainement lu déjà l'article inspiré par son livre qui est paru dans le Point de Vue de ce matin. Si vous ne l'avez pas fait, je ne saurais trop vous y encourager. Ça me prendra moins de temps que de lire le livre de Laure Hillerin lui-même, qui est très intéressant, mais assez volumineux. Henri Greffule était tout de même cultivé, amateur d'art classique, mobilier du XVIIIe et peinture flamande notamment. Il écrivait fort bien en prose et en vers. Ça n'était pas une brute épaisse, même si Anne de Cossé-Brissac oppose un peu la rusticité des Greffules à la culture des Chimay. Ça n'est pas faux, mais ça n'est pas tout de même entièrement vrai, au moins en ce qui concerne la première partie. Il pouvait être violent et la trompait abondamment, ça c'est très connu, mais il était en réalité complètement dominé par elle, qui l'a toujours en fait mené par le bout du nez, sauf dans un domaine où ça n'est pas du nez qu'il s'agit. Mais elle était plus intelligente, plus imaginative que lui, mais elle est toujours restée jusqu'à sa mort très attachée à lui. Et Proust le connaissait, a été le voir vers la fin de sa vie, non pas vers la fin de sa vie, vers la fin de la vie de Proust, 100 ans, parce que Proust est mort en 22 et le comte Greffule est mort 10 ans plus tard. Mais il avait été le voir par l'entremise d'ailleurs de la maîtresse du comte Greffule, la comtesse de la Béroudière, et il écrit « Le comte Greffule est une ruine, mais c'est une belle ruine ». Robert de Montesquieu, lui, était presque l'opposé en tout d'Henri Greffule. Le comte Robert de Montesquieu-Fezensac était en fait l'oncle à la mode de Bretagne d'Élisabeth, et non pas le cousin, même s'il n'avait qu'un an de différence. J'ai lu quelque part que elle l'appelait mon oncle par coquetterie. Ben non, elle disait mon oncle parce qu'il était effectivement techniquement son oncle. Mais et c'est vrai qu'ils avaient des relations presque de frères et sœurs. Alors Robert de Montesquieu, qui est mort un an avant Proust, et à l'occasion de son centenaire l'an dernier, on a créé une association des amis de Robert de Montesquieu, dont j'ai l'honneur d'être président. Ça n'est pas encore dans ma notice du Wouzrou, donc vous ne l'avez pas vu dans le document que Thierry vous a diffusé, mais j'espère que ça y sera l'année prochaine. Donc, ayant mentionné ce fait important, je ne parlerai pas tout de même trop longtemps de Robert de Montesquieu, sinon pour vous signaler qu'une biographie en 2 volumes et 1500 pages de lui vient de sortir au Classique Garnier par mon ami Antoine Bertrand, si vous avez
de la place dans vos bagages pour les vacances. Alors, je suis au début du deuxième tome. Voilà. Est-ce qu'il était le principal modèle de Charlus, c'est clair. On cite toujours comme autre modèle le baron de Hazan, mais à dire le vrai, qui connaîtrait le baron de Hazan et que sait-on du baron de Hazan, sinon qu'il était gros comme Charlus, alors que Montesquieu, lui, était mince, mais c'était une des façons utilisées de Proust, par Proust, pour brouiller les pistes. Ce qui est beaucoup plus intéressant, et que d'ailleurs j'ai découvert récemment, c'est que Charlus habite tout simplement le quai Malaquais, l'hôtel Chimay, qui n'était plus l'hôtel Chimay déjà à ce moment-là depuis quelques années, mais où la comtesse Greffule était née. C'est manifestement un signe que Proust a voulu lancer, signe de reconnaissance, d'autant plus que l'exposition Proust récente à Carnavalet montrait bien que toute la recherche se passe rive droite, comme d'ailleurs la vie de Proust. Il n'y a que la résidence de Charlus qui est rive gauche. Alors, Montesquieu avait des relations difficiles d'une manière générale avec tout le monde, il s'est brouillé avec beaucoup de gens, néanmoins pas avec Sarah Bernard, ils sont restés très amis malgré l'échec de leur liaison. Manifestement, c'était pas ce que souhaitait Montesquieu, mais par contre, il n'a rien à voir avec les outrances sexuelles de Charlus de la fin de la recherche. Il paraît même que quand il a lu ces passages, il a été plutôt rassuré en disant décidément, Charlus, ça n'est pas moi. C'est pas par vertu, mais simplement parce que il était en fait surtout amoureux de lui-même, et donc les partenaires, même de tout sexe, n'était tout de même pas l'essentiel. Par contre, et ça n'est pas tellement dit dans la recherche, il a tout de même joué un rôle très important de découvreur de talent. Je pourrais être long là-dessus, et donc je passerai vite, en vous renvoyant donc à la littérature. En ce qui concerne Proust, Montesquieu a beaucoup fait pour introduire Proust dans le monde, notamment auprès de sa cousine Greffule, mais ils ont eu des relations tumultueuses, mais encore à la fin, Proust en dira beaucoup de bien en écrira beaucoup de bien avant et après sa mort. Par exemple, il écrit donc à Armand de Gramont, par un curieux hasard, 14 nouvelles pages ravissantes de Montesquieu m'arrivent au moment où je finis de vous écrire. Quel talent, quelle drôlerie, quelle amertume justifiée, quelle noble mélancolie chez cet éblouissant hospitalier. J'ai une vraie honte quand il me parle si simplement de son insuccès si immérité et de mes succès qui, si succès il y a, sont bien immérités aussi. Et après la mort de Montesquieu, donc un an avant la sienne propre, il écrit à ma grand-mère, à Hélène, en disant le petit succès qu'ont eu mes œuvres comparé à l'effroyable oubli dans lequel sont tombées les siennes, a éloigné a distendu peut-être nos relations, je cite de mémoire. Je passe donc maintenant, parce que Montesquieu, je pourrais en parler indéfiniment, et ça serait le sujet d'une autre conférence, à mon grand-père, Armand de Gramont, duc de Guiche, duc de Gramont plus tard, mais après la mort de son père, qui est elle-même intervenu après la mort de Proust, donc Proust ne l'a connu comme duc de Guiche, peut-être, certainement, l'un des modèles de Saint-Loup. Mais en fait, Saint-Loup, c'est un condensé de tous les amis
de la même génération et du même monde qu'avait Proust. Mon grand-père lui-même en cite 3, on pourrait en citer d'autres, Gabriel de La Rochefoucauld, Louis d'Albufera et probablement le plus important, Bertrand de Fénelon. Voilà. Thierry, vous avez envie de m'interrompre? Non? Non, mais c'est passionnant. Je propose qu'on intervienne et puis en même temps que... Voilà. Je pourrais éventuellement répondre à des questions s'il y en a. Nous avons laissé Gilonne, la princesse de Chimay, parler. Voilà. Bonsoir. Alors, vous avez tous les deux, parlé de la famille. Mais moi, je vais vous parler de l'origine de la famille. Parce que c'est quand même intéressant à savoir. Chimay était une seigneurie située sur un point stratégique du duché de Bourgogne au XIe siècle, dans le Hainaut. Et la seigneurie passe de main en main, par exemple les familles de Soissons et les comtes de Hainaut. C'était un donjon qui surplombait l'eau Blanche, qui était un point stratégique pour le duché de Bourgogne. Et ces gens de Crouy, qui était un ami de Charles Téméraire, qui a eu la seigneurie de Chimay érigée en comté en 1473. Et d'ailleurs, le gisant de Jean de Crouy se trouve encore dans la collégiale Saint-Pierre-et-Paul à Chimay. Maximilien d'Autriche, lui, érige Chimay en principauté le 9 avril 1486. Dans la charte, il est stipulé que le fief se transmet par ordre de primogéniture mâle, à défaut, primogéniture féminine. En somme, un petit peu comme en Angleterre. D'où, après les Crouy, ce sont les lignes Arambert qui deviennent princes de Chimay. Ce sera le 6e prince de Chimay. Ensuite, les Hénin-Liétard, qui sera le 10e prince de Chimay. Et Anne-Gabrielle Hénin-Liétard épouse Victor-Maurice de Riquet de Caraman, qui fait que la principauté arrive chez les Riquet de Caraman. François-Joseph Philippe de Carmont est le 16e prince de Chimay. Et c'est lui qui va épouser Teresa Cavaris, ex-Madame Tallien. Notre-Dame de Termineur. Joseph. Joseph de Riquet, leur fils, nous l'appelons le grand prince, parce qu'il mesurait 2,2 m. Et c'est lui qui va épouser Émilie Pélapran, qui mesurait 1,50 m. Alors, il ne faut pas oublier qu'Émilie disait elle-même qu'elle était la fille naturelle de l'empereur. La taille, petite, comme celle de Napoléon. Il y a aussi un fait qui était que l'empereur a donné un bracelet à Madame de Pélapran et que les Pélapran étaient une famille très fortunée lyonnaise qui possédait le château de Ménard sur les bords de la Loire et le Quai Malaquais dont on a parlé tout à l'heure, qui est devenu à l'heure actuelle l'école des Beaux-Arts. Bon.
qui était ministre des Affaires étrangères. Il y avait deux filles qui ont marqué leur époque, Guylaine et évidemment Elisabeth qui a épousé Henri Dreyfus. Guylaine ne s'est jamais mariée, mais elle a servi de secrétaire à son père qui était quand même ministre des Affaires étrangères, ce qui lui a donné une belle formation. Et par la suite, elle est devenue la dame d'honneur attitrée de la reine Elisabeth de Belgique, et on l'appelait l'éminence du palais. Elisabeth, elle, bon, vous avez tous entendu ce qu'il en était. Elle était assez malheureuse au début de son mariage, puisqu'elle était habituée à vivre, s'amuser, rire, jouer la comédie sur le théâtre à Chimay. Et elle est devenue complètement anorexique. Et c'est la tante Guylaine, réalisant son problème, qui est venue la voir et qui lui a redonné goût à la nourriture en lui amenant des petits sachets de caviar et des huîtres. Ce sont des détails, mais c'est sympathique. Oui. Alors, après ça, le père Elisabeth et la comtesse Guylaine ont eu un fils qui s'appelait Joseph, qui a été marié une première fois avec une américaine qui s'appelait Clara Ward, et ma grand-mère, qui était Gilonne Le Veneur de Tulière, originaire de Normandie, dans l'Orne, à Carouge. À Carouge, c'était une très vieille famille. Et il y avait Marie Lorneur qui a épousé un Salm, d'où tous les descendants Habsbourg-Lorraine. Voilà. Bon, c'est quand même important. Ensuite, il y a eu le frère aîné de mon père qui a renoncé à son titre et à ses enfants en Belgique et qui est parti pour les États-Unis et qui est parti qui est mort sans descendance. Et après, eh bien, il y a eu mon père, Élie, qui a épousé Elisabeth Mancé du sud-ouest, du Bordeaux. Et là-bas, eh bien, ma mère est arrivée à Chimay, après que mon oncle ait renoncé à tout, et qui a tout remis sur pied, qui a réparé le théâtre, qui a tout remis sur pied, parce que pendant la guerre, Chimay avait été occupée. Donc il a fallu refaire le chauffage de A à Z. Il y avait un pistolet mitrailleur sur le toit du théâtre et toutes les peintures du théâtre s'étaient décollées et se retrouvaient à terre. Et il fallait les recoller, les repeindre et les fignoler. Donc, ma mère a fait énormément de choses pour Chimay. Elle a tout restauré. Et mon père est parti en 1980. Voilà. Et c'était le 21e prince de Chimay. Et maintenant, il y a mon frère qui est né en 48 et qui est le 22e. Voilà. Et moi, en tant que femme, je suis out de tout ça. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors ce soir, beaucoup de choses ont été dites très intéressantes, donc je vais éviter de faire les redites pour recentrer mon propos sur les salons proustiens, sur la comtesse Greffule et sur Robert de Montesquieu. Alors, lorsqu'on évoque l'univers de Marcel Proust, l'univers, le Gotha proustien, l'univers de À la recherche du temps perdu, toute une série de personnages
enflamme notre imaginaire, que nous ayons lu la recherche ou que nous ne l'ayons pas lu. Mais qui sont-ils, ces personnages fictifs ou réels? Alors, une lecture paresseuse de la recherche consisterait à chercher, comme dans un roman à clé, les personnes réelles ou fictives et leur influence les unes sur les autres. Il n'y a pas de clé pour les personnages de ce livre, ou bien il y en a 8 ou 10 pour un seul, écrit Proust. Alors, la duchesse de Guermantes, copie conforme de la duchesse Greffule, Madame Verdurin de Madeleine Lemaire, Robert de Saint-Loup de Bonny de Castellane ou le baron de Charlus de Robert de Montesquieu. En fait, en réalité, il n'y a que Bazin de Guermantes qui serait vraiment la copie conforme d'Henri Greffule. Proust déstructure, morcelle, démembre les personnages qu'il a rencontrés ou dont il a entendu parler, et en fait, en crée d'autres. Et pour ce faire, il passe à la périphérie du Gotha proustien sans y être en fait totalement intégré, ce qui lui permet de garder cette distanciation essentielle, ce regard parfois mordant, parfois humoristique, sur la société de son époque. Laure Hillerin, dans sa très belle biographie de la comtesse Greffule, écrira à propos de Robert de Montesquieu, parce que les personnages sont tellement nombreux que je me centre juste sur Robert de Montesquieu et la comtesse Greffule. Laure Hillerin écrit, je cite, à propos de Robert de Montesquieu, « D'une insolence magnifique, la crinière offensée, la moustache provocatrice, le nez prédateur, toujours monté sur ses ergots et la voix vibrant dans les aigus d'une indignation perpétuelle. » C'est en 1893 que Marcel Proust rencontre Robert de Montesquieu chez Madeleine Lemaire, qui reçoit le mardi rue de Monceau. Madeleine Lemaire qui aurait inspiré le personnage de Madame Verdurin. Vous savez, ce salon bourgeois qui est toujours en fait... qui est toujours au courant des dernières nouveautés artistiques, des ballets russes, etc., et qui finit par attirer à elle l'aristocratie. Madeleine Lemaire également, qui peignait et qui était le professeur de Marie Laurencin, qui a illustré Les plaisirs des jours de Marcel Proust, qui est paru en 1896, et qui a été dédicacé par Anatole France. Proust écrit à propos de Robert de Montesquieu. « Il y a longtemps que je me suis aperçu que vous débordez largement du type du décadent exquis sous les traits duquel on vous peint. Et je pense que jamais ne s'est été rencontré ce suprême raffinement, avec cette énergie et cette force créatrice des vieux âges, et cette intellectualité du XVIIe siècle, presque, tant il y en a peu depuis. Il y a une très belle relation épistolaire, comme l'a évoqué tout à l'heure Armand Gillin de Maigret, entre Marcel Proust et Robert de Montesquieu Fezensac, même si à la fin on perçoit une espèce d'amertume de Robert de Montesquieu, parce qu'il invite Marcel Proust, mais venez chez moi, prenez une voiture, nous discuterons de votre œuvre, de mes poèmes. Et Marcel Proust se défend, mais je ne suis pas bien, j'ai mes fumigations, j'étouffe, je ne sors plus de chez moi. Et Robert de Montesquieu, en fait, finalement, commence à entendre la rumeur mondaine de Paris qui lui apprend qu'on a aperçu Marcel Proust au Ritz. Et en plus, Robert de Montesquieu finit par apprendre qu'il est en grande partie, l'inspirateur du baron de Charlus dans la recherche. Alors Marcel Proust se dit « Mais non, ce n'est pas vous, c'est le baron de Oisan que j'ai rencontré chez Madame Aubernon dans son salon rue d'Astorgue, qui était quasiment en fait en face du salon, de l'hôtel des Greffules. » Alors Robert de Montesquieu, en 1921, c'est quand même la dernière année de sa vie, puisque Robert de Montesquieu décède en 1921, écrira à Marcel Proust à propos du baron de Oisan « Je ne l'ai jamais qu'entrevu, et ses moustaches au cirage,
Sous ses cheveux de cire, il manquait de toute la race que vous lui avez conférée et qui donne de l'allure à son vice. Proust en 1122, Robert de Montesquieu est déjà décédé. Proust a quelques mois à vivre, se défend. J'ai recommencé à lui écrire des lettres d'autant plus gentilles qu'on a eu l'absurdité de dire que je l'avais peint en Charlus. Ce qui serait d'autant plus mal que depuis tant d'années que je connais Montesquieu, je ne l'avais jamais vu donner le moindre signe de cela. Alors depuis le début des années 1890, Marcel Proust fréquente les salons de la bonne société parisienne. Mais lesquels? Alors je ne vais pas rentrer dans le détail. Le salon de Madame Strauss, bien sûr, veuve de Georges Bizet, qui reçoit au 123 boulevard Haussmann, puis au 104 rue de Miromesnil. Et Proust y fait la connaissance de son fils, Jacques Bizet, et du fameux Charles Haas. Vous savez, Charles Haas, celui qui aurait inspiré Charles Swann et que l'on aperçoit sur la très belle toile de James Tissot de 1868, le cercle de la rue Royale. On l'aperçoit à l'extrême droite, avec ses cheveux roux et son haut de forme gris. Et au centre, Edmond Polignac, assis sur sa chaise. Ah, Madame Armand de Cavaillé, qui reçoit 12 avenue Hoche, qui est la muse d'Anatole France. C'est un salon de Réfusard où Proust apparaît dès 1889, quand même. Madeleine de Mer, 31 rue de Monceau, la maison existe toujours, j'en ai déjà parlé. Ah, mais oui, le salon de la princesse Mathilde, 20 rue de Berry, qui est un salon bonapartiste. Elle est la cousine de Napoléon III. On y reçoit évidemment la princesse Jeanne Bonaparte, le marquis de Villeneuve, le comte de Turenne, le duc et la duchesse de Gramont, le prince d'Essling, le prince Murat, le prince de la Moscova et les Pourtalès. Pourtalès, pour moi, c'est Chopin, c'est Wagner, c'est ses biographies de Berlioz également. La comtesse de Baudincourt, 12 rue de Miromesnil. Alors, comme elle fait des fleurs artificielles et fait de la peinture, comme Madeleine de Mer, on a dit qu'elle aurait pu être effectivement le modèle également de Madame de Villeparisis, qui est la tante du marquis de Saint-Loup dans la recherche. Hélène de Brancovent, qui reçoit 69 rue de Courcelles, c'est la sœur d'Anna Noailles, c'est l'épouse d'Alexandre de Riquet de Caramanchimay, petit-fils d'Émilie Pellaprat. Madame Aubernon, 25 rue d'Astorgue, le salon le plus connu de Paris, presque en face, comme je l'ai dit précédemment, de l'hôtesse des Greffures. Là, c'est chez moi. Les soirées musicales d'Edmond Polignac, rue Cortambert. Alors, Edmond Polignac était inverti, la comtesse Greffule, en fait, a arrangé un mariage avec l'héritière des machines à coudre à Saint-Ger. En fait, ça fonctionne très bien. On y reçoit Gabriel Fauré, on y joue Fauré, Brahms, Dardanus. Et puis un peu plus haut, Marguerite de Saint-Marceau reçoit 100 boulevard Malesherbes. Elle révèle Gabriel Fauré, qui sera maître de chapelle de l'église de la Madeleine et qui jouera à l'occasion du mariage d'Hélène Greffule en novembre 1904. La comtesse Emery de la Rochefoucauld, née Maïnel. Alors là, on passe rive gauche, dans son hôtel de la rue de l'Université. Le comte est cousin de Robert de Montesquieu, passionnier d'héraldique. On y voit la comtesse Guy de la Rochefoucauld, la duchesse d'Albufera, la princesse de Brancovent, la comtesse de Chevigné, mon Dieu que c'est beau, la comtesse de Potocka, la duchesse de Luynes et la marquise de Castellane. Pas loin de là, la comtesse de Sonville reçoit rue Saint-Dominique, les Maillé-Bonneval, les Harcourt, les Fitzjames, les Breuil, les Pourtalès, les Talleyrand, les Noailles, les Caramanchimay, et même le duc de Chartres. Oui, alors là, c'est avant la loi d'exil de 1886 pour les Orléans. Enfin, la comtesse Potocka reçoit dans son hôtel rue de Chateaubriand avant de s'exiler aux confins d'Auteuil pour s'occuper des chiens abandonnés. Mais, concernant la comtesse Greffule, Proust écrit « Je ne sais combien de fois je suis allé à l'opéra, rien que pour admirer son port quand elle gravissait l'escalier. J'étais là, je la guettais, la voir passer dans la grâce de son cou sous l'oiseau qui avait l'air de s'être posé de lui-même. C'était une félicité.
Pourtant, sur ce vieux jour, elle dira qu'elle a été présentée à Proust par le duc de Gramont, rue de Chaillot, chez son oncle Vladimir de Montesquieu. Non, non, non. Pourtant, c'est chez la princesse de Wagram que Proust fait en 1893 la connaissance de celle qui sera le principal modèle d'Oriane de Guermantes. Cher monsieur, j'ai enfin vu, hier, chez la princesse de Wagram, la comtesse Greffule. Elle portait une coiffure d'une grâce polynésienne et des orchidées mauves descendaient jusqu'à sa nuque, comme les châteaux de fleurs dont parle monsieur Renan. Mais tout le mystère de sa beauté est dans l'éclat, dans l'énigme surtout de ses yeux. En 1894, comme on l'a vu, Proust est parvenu à rentrer dans l'intimité de Rodin de Montesquieu, qui l'invite le 30 mai à une fête musicale dans son pavillon de Versailles, mais chargé de rédiger un article pour Le Gaulois, le journal Le Gaulois. Madame la comtesse Greffule, délicieusement habillée, la robe est de soie lilas rosée semée d'orchidées et recouverte de mousseline de soie de la même nuance, le chapeau fleuri d'orchidées et tout entouré de gaze lilas. 1895. Je n'entends guère que blâme sur sa paresse, son goût effréné du monde et ses capacités incomparables d'assimilation, sa causerie est par ses brillantes, dans un manque total de personnalité. Note le journaliste Albert Flamand dans son journal. Laure Hillerin écrit « Ce que Proust recherche dans le salon, c'est déjà le temps perdu. » Mais son intimité avec le duc de Guiche, Gramont, grand-père d'Armand Guillain de Maigret, permettra en fait un rapprochement entre Proust et la comtesse Greffule, qu'il a déjà rencontrée chez Montesquieu et chez Edmond de Polignac. Et c'est surtout Agénor de Gramont, donc le père, qui présente officiellement Proust à celle qui sera la belle-mère de son fils Armand. Jusque-là, la comtesse Greffule semble à peine le reconnaître, mais bon, le mariage d'Hélène Greffule à l'église de la Madeleine en novembre 1904 permettra une conversation entre Proust et celle qui sera le principal modèle d'Oriane de Guermantes. Mais elle écrira plus tard, ces flatteries avaient un je ne sais quoi de collant qui n'était pas de mon goût. Et il y avait cette absurdité à propos de ma photographie, parce que Proust en fait lui demande est-ce que vous pourriez m'envoyer une épreuve de votre photographie, et la comtesse Greffule n'en peut plus. Et elle dit la dernière fois que je l'ai vue, c'était au mariage de ma fille. Et pourtant, comme l'a dit Armand Guillain de Maigret, elle invite Proust à Boisboudran en janvier 1905 pour des expériences de téléphonie sans fil d'Édouard Branly. Donc en fait c'est une fable qu'elle va entretenir jusqu'à la fin de sa vie, et où elle prétendra avoir à peine connu l'auteur de La Recherche qu'elle n'aura jamais lu. Mais quelle honte! Et il est intéressant de souligner des influences composites. Évidemment, elle a été le principal modèle d'Oriane de Guermantes. Évidemment, la comtesse Greffule est brune, Oriane de Guermantes est blonde, mais elle prête quand même également ses yeux d'onyx à la princesse de Guermantes. La princesse de Guermantes, la cousine d'Oriane, notamment dans sa première apparition à l'opéra, dont le narrateur est absolument subjugué. Et puis ces toilettes mauves et roses seront celles d'Odette de Crécy, vous savez, la cocotte qui finira par épouser Charles Swann. Le cattleya à la naissance de la gorge, le lévrier, le jeu de regard venu du bois de Boulogne. Mais en fait, c'est la comtesse Greffule, c'est pas Odette de Crécy, tout ça, ça émane d'elle, ce modèle extraordinaire qu'est Élisabeth de Caramanchimay. De Riquet, pardon, de Caramanchimay. Et en fait, au fil du temps, Proust assiste à l'immixtion de la riche bourgeoisie d'affaires dans les milieux aristocratiques, parfois en difficulté financière et fermée hermétiquement sur le plan social. Alors l'union de Bonny du Castelane avec la richissime Anna Gould, qui n'était belle que vue de dot, et d'Edmond de Polignac avec Vinarita Singer, sachant quand même les machines à coudre qui sont derrière, en sont des exemples. Dans La Recherche, le demi-monde incarné par le salon Verdurin, inspiré par le salon Madeleine Lemaire, à la pointe des tendances artistiques, attirera le baron de Charlus et Madeleine la reine de Naples. Et Madame Verdurin, bourgeoise,
finira par épouser le prince de Guermantes. Odette de Crécy, la cocotte, finira par épouser monsieur de Forcheville. Et leur fille, Gilberte, fille d'un collectionneur, d'un amoureux d'art juif et d'une cocotte, finira par épouser le marquis de Saint-Loup. Ce milieu, c'est cette lente désagrégation des frontières sociales déjà dénoncée par Saint-Simon de siècles plus tôt qui permettra au nouveau monde, mais quel monde en fait, de se révéler dans la douleur de la Grande Guerre. Et hier, avec le soleil couchant qui illuminait ma page du temps retrouvé, j'ai lu cette merveille. Je cite Proust. Ce milieu qui lui attirait tous les grands noms princiers de l'Europe et la répulsion qui éloignait d'elle tout élément non aristocratique. Ce milieu avait lui-même subi dans sa constitution intime et que j'avais cru stable une altération profonde. La présence de gens que j'avais vus dans de toute autre société et qui me semblaient ne devoir jamais pénétrer dans celle-là m'étonna moins encore que l'intime familiarité avec laquelle ils étaient reçus, appelés par leur prénom. Un certain ensemble de préjugés aristocratiques, de snobisme, avait cessé de fonctionner. Certains qui, quand j'avais débuté dans le monde, donnaient de grands dîners où ils ne recevaient que la princesse de Guermantes, la duchesse de Guermantes, la princesse de Parme, et étaient chez ces dames à la place d'honneur, passaient pour ce qu'il y avait de mieux, assis dans la société d'alors, et étaient peut-être, avaient passé sans laisser de traces. Les personnes qui n'auraient pas dû, selon l'ancien code social, se trouver là, avaient à mon grand étonnement pour meilleurs amis des personnes admirablement nées, lesquelles n'étaient venues s'embêter chez la princesse de Guermantes qu'à cause de leurs nouvelles amies. Car ce qui caractérisait le plus cette société, c'était sa prodigieuse attitude au déclassement. Enfin, la désillusion du narrateur devant l'inculture et la superficialité d'une certaine aristocratie, parfois devancée par la riche bourgeoisie. Allô, Madame le maire? La vacuité de certains dîners du Faubourg Saint-Germain, si éloignés de l'imaginaire que nourrissait dans l'esprit de l'auteur ces patronymes aux résonances chargées de rêves et d'idéations chevaleresques. Le Faubourg Saint-Germain est moins un lieu qu'un mythe ou un fantôme, un milieu social plutôt qu'un ensemble architectural. Balzac l'avait déjà noté dans La Duchesse de Langeais. Ce que l'on nomme en France le Faubourg Saint-Germain n'est ni un quartier, ni une secte, ni une institution, ni rien qui se puisse nettement exprimer. La place Royale, le Faubourg Saint-Honoré. La chaussée d'Antin possède également des hôtels où se respire l'air du Faubourg Saint-Germain. Après la mort de sa mère, à partir de 1906, Proust entreprend la plongée en eau profonde qui le mènera vers la lumière du temps retrouvé. Le temps des écrits mondains est terminé. Il appartient désormais à la nuit, à la chambre noire où lentement va se révéler son œuvre. L'écho du monde, pourtant, est encore apporté par des amis comme Reynaldo Hahn, son ami musicien. Ok. Alors, si j'ai quelques mots à vous dire à la demande générale, c'est que Thierry m'a demandé
de ramener quelques douceurs lilloises qui viennent de la maison mère, que l'on appelle très souvent la Madeleine de Proust des gens du Nord. Alors, c'est vrai, il est vrai aussi que Léon Daudet offrait régulièrement à Marcel Proust des gaufres de chez Mère pour le taquiner. J'ai découvert l'année dernière à Blenheim ainsi qu'à Chartwell, chez les petits-enfants c'est terrible ça, de Churchill, j'ai découvert la même chose, c'est-à-dire en leur ramenant des gaufres, me dire ah bah oui, mais on a fait le coup à mon grand-père régulièrement, on lui offrait des gaufres pour le taquiner, et il disait mais oui, mais je suis d'accord avec le général sur les gaufres de chez Mère, mais également sur Napoléon, et d'ailleurs si vous allez vous rendez à Chartwell ou à Blenheim, il y a des bustes de Napoléon un peu partout. Alors, si vous m'accordez quelques heures, je vais démarrer avec la maison mère qui existe depuis 1607. Nous ne sommes pas des gens très très rapides. Nous avons mis 4 siècles pour faire 200 km et pour arriver à Paris. Ça, vous vous en foutez, vous avez tout à fait raison. La maison mère, ce sont des recettes, ce sont des talents depuis toujours, ce sont des propriétaires absolument incroyables. J'en citerai quelques-uns. Entre autres, il y a eu un grand propriétaire qui s'appelait Modo de Rollet, dont la fille a épousé le comte Ouzé de l'Aulnois. Et ce Modo de Rollet, par exemple, vivait à mi-temps à Rome, ce qui fait que le décor, pour ceux qui connaissent la maison mère de Lille, a été réalisé par 4 grands prix de Rome. Que ce soit Alphonse Alexandre Leroy, le graveur, que ce soit Benvigna, le premier directeur des Beaux-Arts de Lille, et Huidier, Stallard, peintre et sculpteur. Après, vous avez la personne qui a laissé le nom s'appelle Maire, c'est un Belge. Il va travailler dans une société familiale de connaissement maritime à Anvers. Il va voir partir les bateaux, revenir chargés d'épices, et ça va lui donner des idées. Il décide de faire un tour de 2-3 ans qui va durer 8 ans, le tour du monde des épices. Il va aller à Ceylan pour le thé, il va aller découvrir le cacao, il va découvrir la vanille, qui est un des petits secrets de la fameuse gaufre de chez Mère. Et il va revenir en s'arrêtant à Istanbul, du moins Constantinople, pardon, où il va découvrir le grand producteur de Turkish Delight. Il va se retrouver ensuite à Vienne. De Vienne, il va se retrouver chez Demel, qui s'appelait Ruppelmeyer, à Paris. Et enfin, il va arriver chez Mère, où il épousera la fille du propriétaire et où il va affiner la fameuse recette. Alors, la maison, c'est aussi, et c'est un peu pour ça que Thierry m'a demandé de venir, ce sont des illustres clients, d'illustres gourmands. Vous avez Buffalo Bill, j'ai publié ça dans un ouvrage. Vous avez bien sûr Amélie Nothomb qui très justement dit que je suis un bienfaiteur de l'humanité. Je prépare un ouvrage avec sa sœur Juliette actuellement. Vous avez eu bien sûr le général de Gaulle. Vous avez Marguerite Yourcenar qui a écrit très souvent chez Mère parce qu'elle, toutes les après-midi à Little Pleasant, elle cuisinait pour recevoir ses amis lors du goûter et elle cherchait à faire des gaufres avec des fruits rouges. Nous avons essayé durant 2 ans, mais il y avait un problème, c'est que le fruit rouge, au travers de la pâte briochée, puisque vous souhaitez avoir des détails, ça passait à la couleur verte. Alors, c'est pas très, très emballant. Alors, je vais casser un petit peu, puisqu'ici, il y a une parente de Jean Dérins, dont je viens de faire la connaissance il y a exactement 11 minutes et 17 secondes. Jean Dérins, c'était le grand chartiste du siècle. C'est pas moi qui le dis, tous les chartistes le disaient. Il a dirigé la bibliothèque historique de la ville de Paris, et son maître, patron des antiquités en France, à qui on doit d'avoir retrouvé le casque de Charles V dans les latrines du Louvre, c'est lui à qui on doit la découverte de la muraille de Philippe Auguste au Louvre. Et alors je vais vous citer une anecdote de ces 2 personnages.
Michel Fleury, qui avait connu Léon Daudet, Léon Daudet lui racontait que Bonnie de Castellane lui disait vraiment « Proust me rase, il m'écrit tous les jours, il vient de se construire une maison, ça doit être terrible, il veut que j'aille voir cette maison. » Et Léon Daudet lui dit « Mais mon cher, allons visiter cette maison, vous serez totalement débarrassé. » Et ils arrivent devant cette maison qui ressemblait, je suis désolé pour les amoureux de Proust, à un bordel de western avec des rideaux bouillonnés, je ne pense pas ceci, hein, mais le mobilier extravagant, etc. Et, comment dirais-je, Bonnie de Castellane s'adosse sur sa canne, prend du recul, regarde et lui dit « Mais cher ami, mais que c'est laid, mais que c'est léger. » Merci à nos orateurs qui nous ont fait voyager dans le temps, dans les lieux les plus rares et des personnalités que nous avons eu plaisir à évoquer. Ravi de vous avoir retrouvés tous. J'espère à bientôt. Nous allons y veiller, bien évidemment. Et je me réjouis de cette grande joie qui régnait parmi nous. Je voudrais offrir à chacun de nos orateurs ce collage que j'ai réalisé et que je suis heureux de leur laisser.